Bonjour, aujourd'hui je regarde avec vous le laboratoire, ici c'est écrit laboratoire 6, ça c'est pendant une session normale. Pour nous ça va être le laboratoire 3. Ça va porter sur les forces en équilibre. Là j'ai quelques petites choses à mentionner avant qu'on commence. Je vais vous montrer le calendrier là ici. Dans le fond, cette semaine, on avait une semaine un peu spéciale là, parce que normalement le vendredi, c'est une journée sans cours suivie du lundi puis du mardi. Mais puis je vous rappelle aussi que le mercredi le 11, après ces journées-là, c'est l'horaire du lundi, même si c'est un mercredi. Donc là, c'est que la semaine présente, là, j'ai un groupe à Gabriel-Roy qui n'aurait pas de troisième rencontre prévue cette semaine. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous rendre disponible quand même le laboratoire tout de suite, plutôt que d'attendre jeudi ou vendredi de la semaine suivante. Donc, ça, c'est pour vous laisser plus de temps. C'est que si jamais vous voulez commencer à travailler là-dessus pendant les journées sans cours, vous allez pouvoir le faire. Donc, peu importe dans quel groupe que vous êtes. La date de remise, date limite pour le laboratoire 3, ça va être le 18 novembre, mercredi le 18 novembre. Je voudrais aussi vous mentionner que à cause que j'ai dû modifier la planification, vu qu'on est en zone rouge puis on a moins de laboratoires, je ne sais pas à ce point-ci si on va pouvoir faire une autre évaluation de laboratoire. Fait que je vais devoir augmenter les pondérations des laboratoires là, par rapport à ce que j'avais prévu un petit peu là, au départ. Donc, c'est important que vous fassiez bien ce travail-là parce qu'il va valoir quand même pas mal de points. Je ne suis pas en mesure de dire la valeur exacte en ce moment, mais ça peut tourner autour du 10%. Donc, on revient au document de labo. On va regarder un peu les manipulations sur une vidéo, puis je vais les commenter puis vous expliquer un peu l'analyse que vous allez avoir à faire. Donc, encore une fois, il va être question de remplir un document. Puis cette fois-ci, le document, je vais vous l'avoir remis en main propre lors de l'examen. Donc, vous allez avoir la copie papier. Puis la remise, encore une fois, ça va être par photo, là, soit par un MIO ou par l'entremise de Léa. Donc, on va travailler avec des forces qu'on va appliquer sur une table de force. Puis, un des outils qu'on va utiliser, c'est le dynamomètre. Fait que là, je vais commencer la vidéo. Notre technicienne, Suzanne, vous explique un petit peu c'est quoi un dynamomètre ici. Donc, aujourd'hui, on fait un laboratoire sur les forces en équilibre. Alors, on va utiliser des dynamomètres. Alors, j'en ai 3 ici. J'en ai un de 5 newtons, un de 2,5 newtons et un de 10 newtons. Alors, la façon qu'un dynamomètre fonctionne, c'est avec un ressort. Donc, si je tire sur le ressort, on voit que le plateau bouge et nous indique sur l'échelle, on peut lire la force appliquée. Par exemple, ici, je lis 2 newtons. Donc, j'applique une force de 2 newtons sur le ressort. Ici, bon, c'est sûr que quand que Suzanne, elle applique la force, c'est pas une force qui reste absolument constante. Ses doigts peuvent bouger un peu. Elle a dit 2 newtons, mais par moment, on voyait plutôt 2,1 newtons. Mais bref, ça nous donne une lecture ici au niveau du dessus du plateau. Donc, les couleurs des différents dynamomètres, ils ont une échelle différente. On voit que celui-ci va jusqu'à 5 newtons. Normalement, on utilise le dynamomètre qui nous permet d'être le plus précis possible parce que bien sûr, un dynamomètre de 10 newtons aura moins de... les graduations vont être pour plus de force, donc c'est moins précis qu'un dynamomètre, par exemple, de 5 newtons ou même 2,5 newtons. Alors, avant d'utiliser les dynamomètres, c'est important de faire le zéro. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a aucune force d'appliquer, on veut que le plateau, ici, indique 0, ce qui est le cas maintenant. Okay. Donc, si jamais le plateau était mal placé, ça peut arriver parce qu'un ressort peut rester un peu déformé là, s'il a été très étiré. Hein. Il pourrait ne plus revenir exactement à 0. Fait qu'il y a une espèce d'écrou sur le dessus du dynamomètre qu'on peut tourner pour faire descendre ou monter le plateau. Donc, on l'ajuste à 0 de cette façon-là. Ensuite, on utilise la table de force. Et la table de force, c'est une table avec des angles et aussi un petit anneau au centre. Donc, le but, c'est d'utiliser les cordes à laquelle on va appliquer des forces. Par exemple, si j'applique une force de chaque côté sur mon anneau, je veux que mon anneau reste au centre de la table de force. Donc, je ne veux pas qu'il soit à côté contre la tige, je veux vraiment qu'il soit au centre, comme ça.
À ce moment-là, on pourra dire que les forces sont en équilibre. Donc, ce que Suzanne mentionne, c'est que lorsque des forces sont en équilibre, c'est qu'on applique plus d'une force sur un objet, puis elles s'annulent entre elles. Fait qu'ici, ça fait en sorte que le petit anneau ne se met pas à se déplacer dans la direction d'une des forces qui serait plus forte. Donc, présentement, Suzanne applique une force égale de part et d'autre de l'anneau, ce qui permet à l'anneau de rester relativement centré. Mais c'est pas parfait. Quand on dit centré, ce qui est important, c'est que ça vient pas vraiment s'accoter. L'anneau ne vient pas vraiment s'accoter sur la vis. OK, donc on est à l'étape 2, là, ici, où est-ce qu'on commence les manipulations. On nous dit en premier de prendre le dynamomètre vert et de tirer sur l'anneau avec une force de 5 newtons orientée à 0 degré. Puis là, on va devoir, avec le dynamomètre brun, appliquer la force nécessaire pour que l'anneau demeure immobile au centre de la table de force sans qu'il appuie sur la pointe de la table de force. Donc, il faut qu'il soit à l'équilibre. Je vais tout de suite noter ici la grandeur de la force qu'on va exercer avec le dynamomètre vers le premier, puis son orientation 0 degré. Là, on va aller voir la manipulation qui a été faite par les techniciens. Normalement, ça aurait été vous en laboratoire là, qui auriez fait ça. Donc, le dynamomètre vert indique 5 newtons à 0 degré. Et pour maintenir l'équilibre, on doit tirer avec une force de 5 newtons à 180 degrés. OK, remarquez ici que l'anneau, là, pendant qu'on voyait la caméra passer, c'était un peu à côté sur la vis, mais ça, c'est juste parce que c'est vraiment difficile de le maintenir parfaitement, là, centré pendant que les techniciens, pendant qu'ils filmaient, là, parce que les mains, les muscles se fatiguent puis ça bouge un peu. Mais ils se sont assurés que c'était bien à l'équilibre. Donc là, si on retourne au document, ben ça veut dire que la mesure ici que ça a pris pour maintenir l'anneau à l'équilibre, c'est 5 newtons à 180 degrés. C'est quand même assez prévisible ici comme résultat, c'est que notre anneau s'est fait tirer vers la droite d'une certaine force, puis ça a pris la même force vers la gauche pour l'équilibrer, pour annuler la première. Maintenant, on demande 2 questions auxquelles vous allez devoir répondre, puis après ça, on y va avec une prochaine manipulation. Cette fois, on utilise 3 dynamomètres. Donc, le premier, le vert, tire sur l'anneau avec 4 newtons à 0 degré. Puis, le bleu va tirer avec 2 newtons à 0 degré. Et là, on nous demande quelle force doit être faite par le dynamomètre brun. Si vous avez bien compris un peu ou vous avez saisi les notions vectorielles, ici, on pourrait quasiment prédire là, dans notre tête le résultat. Mais on va aller le voir quand même sur la vidéo. On est à l'équilibre. Alors, l'anneau est au centre. À 0 degré, on exerce une force de 2 newtons et une autre de 4 newtons. Pour équilibrer ces deux forces-là, on lit le dynamomètre brun et ça indique 600 grammes. OK, je fais une petite pause ici, là. Ça, c'est juste parce que vous voyez, le dynamomètre, il y a 2 côtés sur lesquels on peut faire une lecture. Puis là, cette fois-ci, il était tourné du mauvais côté. Parce que le dynamomètre, c'est un instrument qui peut être utilisé comme une balance. Mais là, cette fois, on voulait vraiment la force en newton. Ici, ils ont mis le calcul de conversion, mais c'est pas important pour le lab d'aujourd'hui. Dans le fond, ils l'ont converti la force et c'est 5,9 newtons qu'on va noter. Ce qui donne 5,9 newtons. Puis l'angle est de 180 degrés. OK, donc on note ça dans notre tableau. OK, ici, comme mesure, c'est 5,9 newtons à 180 degrés. Si on avait vraiment prédit, on aurait dit, ben logiquement, si on applique vraiment 4 newtons et 2 newtons dans la même direction, vu qu'ils sont dans la même direction, ils vont s'augmenter, s'additionner directement. Ça fait 6 newtons, donc on devrait appliquer 6 newtons vers la gauche. Là, ça diffère légèrement, mais ça, c'est normal, c'est une expérience. Donc, il y a toujours des sources d'erreurs expérimentales. On ne change pas la valeur dans ce temps-là, on prend vraiment note de ce qu'on a mesuré. Donc, une petite question qui suit. Puis là, on va y aller avec la troisième situation qui est un peu plus celle sur laquelle vous allez faire une analyse plus poussée. Donc, on vous dit de tirer avec 4 newtons sur l'anneau avec le dynamomètre vert. Puis à 70 degrés cette fois.
Puis ensuite, appliquer une force de 2 newtons avec le dynamomètre bleu à 330 degrés. Puis là, aller mesurer à quelle quelle force ça prend et à quelle orientation pour équilibrer ces deux forces-là. Donc ça va être une situation beaucoup moins prévisible parce que nos forces ne sont pas directement alignées là, cette fois. Alors, pour les trois forces, on voit qu'ils sont à l'équilibre. L'anneau est bien au milieu. Donc, on a une force à 330 degrés de 2 newtons. Et à 70 degrés, on a une force de 4 newtons. Et à 221 degrés, on a, le dynamomètre indique 400 grammes, qui est une force de 3,9 newtons. OK. Donc, on prend note de ça. Alors, la mesure, c'était 3,9 newtons à 221 degrés. Ça, c'est donc notre situation qu'on va analyser. Je vais juste répondre avec vous la question sous le tableau. Là. On dit, si on additionne la grandeur de la première force avec la grandeur de la deuxième force, est-ce qu'on obtient la grandeur de la troisième force? Ça avait été le cas dans le tableau précédent. Mais cette fois-ci, 4 plus 2, ça fait 6. C'est clairement pas 3,9 newtons. Donc, la réponse, c'est non. Et c'est normal, c'est que nos forces ici ne sont pas alignées les unes avec les autres. Donc, c'est pas aussi simple que juste de regarder les grandeurs des forces. OK? Ici, on donne l'équation qui permet d'expliquer que l'anneau est à l'équilibre. C'est que la force 1, avec son orientation, vous voyez le symbole ici avec la flèche, plus la force 2 avec son orientation, plus la force 3 avec l'orientation, c'est ça qui s'annule. Mais si on enlève les flèches, ça devient la grandeur de chacune des forces, bien ça ne s'annule pas. OK? Puis, on l'a vu, c'est simple, c'est parce que souvent, ça prend comme des calculs de composantes avec des vecteurs, la méthode de Pythagore, donc c'est pas aussi simple que juste comparer les grandeurs. Donc, on va faire deux analyses. Une qui va être une analyse graphique à l'échelle, il va falloir être précis, pour essayer de calculer l'équilibrante. La force équilibrante ici, c'est la troisième, OK? Le mot équilibrante veut dire, dans le fond, c'est la force qui ramène l'équilibre. Donc, ici, on a les forces 1 et 2. Puis là, la force 3 vient, en l'ajoutant, ça vient ramener l'anneau à l'équilibre. OK? Donc là, on va faire comme si on ne sait pas c'est quoi la force 3. Mais à partir des forces 1 et 2, on va déterminer quelle devrait être l'équilibrante. Donc là, pour l'instant, on oublie la troisième ligne ici du tableau. On va travailler juste avec les deux premières. Bon, la première méthode, c'est une méthode à l'échelle. Donc, ça va vous prendre votre règle et votre rapporteur d'angle. Bon, c'est ici. On demande de tracer les vecteurs 1 et 2 à l'échelle à la bonne orientation. La deuxième, on la met au bout de la première force parce qu'on veut faire une addition sur notre schéma. Puis, on nous donne une suggestion là, pour les dimensions, là, pour l'échelle. On dit 1 newton égale 3 cm. OK? Fait que vous pouvez faire un produit croisé pour transformer vos différentes valeurs de force, les transposer en centimètres. Donc là, vous allez faire un plan cartésien dans l'espace qui est ici. Assurez-vous que votre plan cartésien est bien droit, c'est-à-dire le plus important, c'est que... Oups, j'ai mis X ici, ça devrait être Y. Le plus important, c'est qu'on a bien un 90 degrés ici entre les deux axes, OK? Donc, ils sont perpendiculaires. Là, je vais faire un exemple pour vous montrer la méthode, mais pas avec les mêmes forces que vous, OK? Supposons que, par exemple, j'ai la force 1 à, je sais pas moi, 1 newton à 30 degrés. Puis, force 2, c'est 3 newtons à 270 degrés. C'est vraiment un exemple inventé, là, je dis n'importe quoi. Mais là, on chercherait quelle serait la troisième force qui équilibrerait ces deux forces-là selon la théorie. Donc là, vous prenez votre règle, puis vous trouvez le 30 degrés. Bien, pas 30 degrés, vous, ça va être votre orientation de votre premier vecteur, là. Mais il faut être précis. Fait que là, je me mets, mettons, un petit point. Bon, ça, c'est à 30 degrés. Puis là, je trace à la règle un vecteur ici qui a exactement la bonne grandeur, la bonne longueur. Il faut vraiment être précis. Le bout de la flèche, ici, au début de la flèche, c'est la mesure. Comme là, j'aurais 3 cm selon mon échelle.
Puis là, vous indiquez, ça, c'est la force 1. Ensuite, pour placer la deuxième force, il faut la mettre au bout de la première pour les additionner. Pour faire ça, il faut vous faire un deuxième système d'axes. XY, faites-le juste un peu plus pâle, là, au bout de la première force. Encore ici, c'est important que vos deuxièmes systèmes d'axes soient bien des axes parallèles à l'autre, OK? Puis là, après ça, ben, on oriente notre deuxième force par rapport à cette origine-là. Donc, dans mon cas, j'ai 270 degrés, ce qui est vers le bas comme ça. Puis là, il faudrait que mon vecteur reflète la bonne longueur. Là. Dans mon cas, c'est 3 fois plus long, mais là, je ne le fais pas à l'échelle, mais vous le faites très précisément. Donc ça, c'est ma force 2. Puis là, j'arrive à prédire l'équilibrante. Donc pour la force 3, je vais le faire en rouge ici. L'équilibrante, ce serait, je dois additionner une troisième force ici qui va annuler les deux autres. Donc ça va ramener à 0 la somme. Donc ici, on la dessine, mais on n'utilise pas votre tableau. Là. On va vraiment juste rejoindre le bout de la force 2 à l'origine. Ça, c'est notre force 3 théorique. OK? Selon la théorie, ça devrait être celle-là. Donc là, vous pouvez prendre votre règle et mesurer sa valeur en centimètres, sa longueur en centimètres, puis la retransformer en newton pour avoir une valeur théorique. Donc ça va vous donner ici F3 théorique, sa grandeur, certaines quantités de newton. OK? Puis pour l'orientation, ben, il faut toujours, c'est très important, de mesurer l'orientation d'un vecteur par rapport au début de celui-ci. Donc, le début de la flèche, il est là. Il n'est pas à l'origine que j'avais au début, là. Donc là, je vais me refaire un autre système plan cartésien. Ici, x', y', prime. En tout cas, c'est comme si ici, j'aurais dû mettre prime, là, mais bon, c'est pas bien grave, je vais faire juste xy. Alors, dans mon cas ici, j'aurais comme orientation, ici, il faudrait que je trouve l'angle avec mon rapporteur d'angle. C'est quoi cet angle-là ici? Θ pour la force 3. Donc là, on obtient ici l'orientation 3 de la force 3 théorique. Je la prenais en note. OK? Donc, là, vous devriez comparer à la troisième ligne de votre tableau 3, puis ça devrait se ressembler. Ça va être assez proche si vous avez fait des calculs, des mesures qui sont précises. Donc là, c'est sûr qu'il y a une petite incertitude sur le rapporteur d'angle et la règle, mais c'est pas, ça devrait pas être quand même trop différent si vous avez été précis. Maintenant, on passe à la prochaine méthode d'analyse, qui est par des calculs seulement. Là, vous travaillez avec les deux premières lignes du tableau encore une fois. On oublie qu'on connaît la troisième force. On veut la déterminer selon la théorie par calcul. Ici, on vous fait d'abord calculer les composantes x et y des forces 1 et 2. Donc, les deux premières lignes de votre tableau 3, vous qui faites effectuer les calculs qui sont prescrits ici, ça va vous donner les composantes x et y des vecteurs 1 et 2. Notre équation ici, selon la théorie, c'est que l'équilibrante, dans le fond, c'est en fait, si on additionne les trois forces, incluant la troisième qui est l'équilibrante, on devrait avoir un total de force de 0. Mais ça s'applique quand c'est des vecteurs avec des orientations, ça s'applique sur les composantes. Donc, on va commencer par les composantes x ici. La composante F1x, vous allez l'avoir. La composante F2x, vous allez l'avoir. Vous allez les mettre ici et là. Puis là, vous allez pouvoir isoler F3x dans l'équation qui est ici. Donc, on envoie les forces 1 et 2 en x à droite du égal, puis ça change leur signe. Fait que là, vous obtenez une composante x pour la troisième force. Puis, c'est possible qu'on ait des négatifs dans les composantes de l'équilibrante. Ça se peut. Donc, un coup que c'est fait, on refait les mêmes choses selon la composante y. Fait que disons ici que je change la couleur de mon crayon. Là. On a les composantes Y ici. F1Y, F2Y. C'est pâle, excusez. Mais là, on peut les placer dans l'équation en Y pour isoler F3Y. La composante en Y. Bon, OK. Fait qu'on trouve F3Y ici, puis ça va être égal à une certaine quantité de newton. Donc là, à partir de là, ce qui est important, c'est les composantes X puis Y, pas la résultante, l'équilibrante. On va s'en servir pour trouver la grandeur et l'orientation. Donc, vous faites Pythagore avec ça pour trouver la grandeur de F3, la force 3 qu'on prévoit.
Puis, vous appliquez la formule de la tangente pour trouver l'orientation de la force 3 qu'on prévoit. Je vous fais un petit rappel ici. L'angle de l'orientation doit être mesuré par rapport à l'axe des X sans sentier horaire. Mais si vous avez le moindrement une des composantes qui est négative, ben vous ne serez pas dans le cadran 1. Okay? Comme ici, F3X, F3Y, s'il y en a une qui est négative ou les deux, c'est pas le cadran 1, donc il faut corriger l'angle. Ici, on s'attend à obtenir proche de 221 degrés, donc clairement, c'est pas le cadran 1. Donc, je vous rappelle que la formule que vous avez là, ça permet de trouver l'angle le plus proche de l'axe des X. Fait que supposons que vous étiez dans le cadran 2, on trouverait cet angle-là ici. Okay? C'est juste un exemple, là. Mais là, il faudrait rajuster les calculs pour déterminer l'orientation, ce qui est l'autre bord. Okay? Donc, à partir de l'axe des X, sans sentier horaire jusqu'au vecteur. Ça devrait être donc comparable à votre 221 degrés. La dernière étape du laboratoire, c'est la comparaison ici de la valeur théorique pour trouver qu'on a trouvé pour F3. Donc ici, ça c'est le F3 théorique. Puis ici, c'est l'angle, l'orientation de la force 3 théorique. Pour les valeurs expérimentales, ce sont celles de la troisième ligne de votre tableau. On veut comparer ça. Donc, on va faire pourcentage d'écart ici pour la grandeur. Je vous rappelle que le pourcentage d'écart, c'est un petit bout de temps qu'on n'a pas calculé, là, mais voici comment on le fait. Vous allez prendre la valeur théorique ici qui va être le F3 théorique. Vous allez soustraire F3 expérimental, celle du tableau. Vous faites la valeur absolue de ça, on ne veut pas de négatif, et vous divisez par la valeur F3 théorique. Ensuite, on fait fois 100, puis ça nous donne un pourcentage d'écart relatif. Vous appliquez le même principe pour l'orientation. Puis là, on s'attend à trouver des pourcentages d'écart quand même pas trop élevés, là, disons peut-être avoisinant le 10%. C'est quand même un montage qui n'était pas stable, donc c'est difficile de faire les mesures avec une grande précision, mais on devrait être quand même assez proche là, des valeurs expérimentales, les valeurs expérimentales par rapport aux valeurs théoriques. Donc voilà. Vous devez compléter votre document avec les mesures qui ont été prises d'ici mercredi le 18 novembre. Puis, vous me remettez ça par un scan ou des photos. OK? Fait que c'est tout. Et je vous souhaite aussi un peu de repos là, pendant les 3 journées sans cours. Ça va quand même faire du bien de prendre une petite pause. Puis, on se revoit après ça.